Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Camel sans filtre. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur visionnaire au Luxembourg. Fondateur de Data Center Luxembourg et EuroDNS, il est à la tête de DCL Group qui chapeaute aussi des entités de renommée internationale comme AsiaDNS, Domain Tools, eBrand Services et Domain Invest. Serial entrepreneur et investisseur, il incarne la tech et la croissance à l'état pur. Avec lui, on va parler donc de tech, de croissance, de vision digitale, mais bien sûr aussi de sa position tranchée sur les crypto-monnaies. Je vous invite sans détour et sans filtre à découvrir mon échange, vous l'avez bien reconnu, avec Xavier Buc. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Where sustainability and social welfare are at the core of our concerns, where technological lead. Bonjour Xavier, Bonjour Kamel, bienvenue dans mon podcast. Je te remercie d'être là. merci de m'avoir invité. Tu connais la règle, on a une carte joker, tu peux l'utiliser qu'une seule fois. Très Je bien, vais te poser une série de questions. donne-la moi. On verra si tu vas l'utiliser. Ok, on va essayer de ne pas l'utiliser. On va commencer en douceur. Comment tu décrirais à une personne qui n'y connaît rien ton métier? Donc mon métier, j'ai créé quand même plusieurs sociétés. Donc la société phare, c'est celle de Namespace, celle autour des noms de domaine, et donc l'hébergement de sites. Donc en fait, on est le notaire des noms de domaine. Chaque fois que quelqu'un a besoin de créer un site ou d'avoir une adresse email ou créer une marque, il a besoin d'enregistrer et de protéger sa marque avec les noms de domaine, que ce soit dans un pays de .lu ou que ce soit dans différents pays, dans tous les pays où il sera actif. Et notamment, on a les grandes marques, des très grandes marques où on a enregistré le nom dans tous les pays du monde entier. C'est notre spécialité. Ça, c'est ton métier dans un secteur Exact. qui est le nom de domaine. Donc Voilà. on dit que tu es un entrepreneur. Voilà. C'est quoi Donc, pour toi un entrepreneur? Entrepreneur, bah ça j'ai commencé déjà à l'âge, quand j'étais étudiant en fait. J'ai créé un club informatique un peu au bord de la légalité où on s'amusait à hacker les logiciels et à copier un peu et à partager ça avec les copains. Et donc j'avais déjà créé à l'époque un club informatique qui s'appelait à l'époque High Society Club. Et où à un moment on avait même dépassé les 1000 membres et on s'amusait à gogo. Ça c'était déjà en tant qu'étudiant. Et après j'ai continué. Le concept, c'était quoi? Je crois que tu vendais des CD où dedans il y avait des... Ouais, à l'époque, c'était le début de l'informatique, donc il faut savoir qu'on passait du Commodore 64, au début c'était encore des cassettes, on est passé aux disquettes, on est passé aux floppy, on est passé aux CD, donc on a fait la totale en passant par les différentes étapes de l'ordinateur. Même les consoles Nintendo, j'allais jusqu'à Hong Kong, je ramenais des appareils qu'on mettait sur la console Nintendo et on copiait la cartouche sur une disquette, donc on a fait la totale, quoi. Donc tu vendais des jeux Nintendo moins chers, hackés quoi. Ouais, on peut le dire comme ça, quoi. À l'époque, il faut savoir que tout ce qui était copyright et accès au logiciel était complètement différent. On parlait avant Internet. Donc de nos jours, tu peux télécharger un logiciel et le tester pendant 30 jours gratuitement. À l'époque, c'était notre façon de copier, s'amuser sur les 30 jours gratuits, quoi, on peut dire. Et ça t'a jamais causé de soucis? Non, pas sous la forme de copyright. Non, pas du tout. Donc pas du tout. Donc après, j'ai arrêté à un moment parce qu'il fallait quand même s'arrêter à un moment. Mais sur le problème copyright, à l'époque, ça n'existait pas. C'était une asso, il y avait un compte bancaire avec quelque chose de précis ou pas? Ouais, c'était une vraie ASBL, asso. Je gagnais pas mal d'argent déjà à l'époque, mais ça permettait de voyager. Comme je t'ai dit, j'étais allé jusqu'à Hong Kong pour ramener des appareils et de faire. Donc c'était une vie étudiante très, très active et très mouvementée. Et ça a été ton premier job en fait? On peut dire ça, mais j'étais encore étudiant en parallèle. N'empêche qu'en allant après à l'UNIF, c'est quand même le fait que je devais faire un moment le choix entre arrêter la sauce, où je gagnais quand même pas mal d'argent tout en étant à l'UNIF, ou de faire l'UNIF sérieusement. C'est là quand même que j'ai pris la décision, qui est une décision difficile quand tu es un gamin de famille où tous les cousins et tout le monde, l'université, c'est tellement le sacré que tout le monde, il faut absolument la pression que tu as quand tu es jeune d'avoir le beau diplôme universitaire, d'avoir
les couilles, on peut dire, pour aller devant son père et de dire non, je vais arrêter l'UNIF, je vais continuer à faire du business. À un moment, il faut quand même savoir le faire, ça aussi. Mais donc, t'as continué l'université. Non, j'ai fait que 2 ans. Donc d'abord, j'ai commencé à faire informatique, vu que la passion c'était l'informatique. Okay. J'arrive à Bruxelles, à l'UNIF, je rentre en salle de classe. Les bouquins, c'était du mainframe. Ils étaient 3 années en retard, alors que c'était l'Ethernet et toutes les nouvelles générations d'informatique qui venaient. Je me suis dit, c'est quoi ça? Non, je ne vais pas apprendre à faire du mainframe. Mais c'est quoi? Moi, au quotidien, en tant qu'autodidacte, c'était déjà tellement plus avancé. Tu suivais chaque nouveau pas. Tu disais, non, ça, c'est pas mon truc. Après, je change la deuxième année, je change en économie. Pour me rendre compte de ce qui toujours il parlait, je me suis dit non, je ne vais pas me retrouver chaque matin à 8h à la banque et faire le train-train habituel, alors que pendant X années, j'étais déjà entrepreneur. Donc là, j'ai pris la décision d'arrêter l'UNIF et de vraiment devenir entrepreneur. Et tu as été directement entrepreneur ou je pense que tu as intégré... Non. Du coup, d'abord, je suis passé par la téléphonie à l'époque, qui s'appelle maintenant Telkea. Il y a M. Franck Métry qui a vu le potentiel et qui avait compris que j'avais déjà été pas mal dans l'Internet. Et c'était le moment où les sociétés voulaient de l'Internet. Et donc, il a créé Netline à l'époque. Et c'était donc Netline qui est devenu aussi Telkea. C'était le pendant Internet de la partie des centraux téléphoniques qu'il faisait. C'était Franck Métry? Ouais. Qui maintenant bosse pour toi indirectement, si je ne me trompe pas. Oui, malheureusement plus, parce qu'il a eu des problèmes de santé, le pauvre. Mais oui, c'est vraiment le renvers de l'histoire. Donc via Mixvoip, il a maintenant, après, il a travaillé pour moi aussi. Et c'est lui qui avait la vision par rapport à son père. Donc son père était en charge de la téléphonie et qui lui poussait pour que la partie Internet était créée. Donc tu allais vendre des forfaits Internet? Voilà, vraiment des lignes Internet, mais même la création de sites au début, la totale. Ok. Et c'est là que tu as rencontré Marco? Oui, Marco travaillait pour la téléphonie à l'époque. Okay. Donc j'ai aidé pendant 3 ans à créer ce département, cette structure au sein de téléphonie. Après, je me suis dit, j'ai beaucoup appris. C'était une très bonne école, parce que c'était quand même une belle société qui avait tous les ministères, toutes les grandes sociétés comme clients, où on voyait un peu comment ils étaient structurés, comment ça fonctionnait entre émettre une offre, activer un projet, délivrer le produit, facturer le produit, avoir une belle... C'est une belle école et ça m'a permis après d'avoir appris rapidement et puis de me lancer. Et donc on a créé Data Center Luxembourg à l'époque. Comment tu te mets à dire je vais créer Data Center Luxembourg? Explique pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Data Center Luxembourg. Donc Data Center Luxembourg, c'est vraiment dans le monde de l'Internet, c'était l'hébergeur de sites, l'hébergeur de e-commerce. Et à l'époque, on jouait la carte du Luxembourg avec la TVA la plus basse d'Europe. Okay. Donc le Luxembourg avait à l'époque encore un petit plus que de nos jours n'existe plus, les petits plus qu'on avait à l'époque. On pouvait donc accéder à des clients et démarcher des clients internationaux en disant « Vous devez vendre à l'avenir des biens immatériaux via Internet en Europe. Pour faire de sorte, vous devez trouver un pays en Europe pour le faire. Choisissez Luxembourg, car si vous vous établissez au Luxembourg, tout bien que vous allez vendre à des consommateurs européens, vous allez pouvoir appliquer le taux le plus bas d'Europe de 15% à l'époque. » Tu avais eu des gros clients, je suppose. Voilà, et donc on a eu des clients qui sont venus et qu'on a gagné à avoir hébergé les serveurs au Luxembourg, tout en sachant qu'après on avait vite la problématique, Luxembourg était très mal connecté en Internet, et qu'il fallait alors jouer entre améliorer la bande passante de Luxembourg et quand même convaincre les clients de venir au Luxembourg. Donc on est passé par beaucoup d'étapes, notamment la raison pourquoi Marco a tellement tapé des pieds et des bras pour créer LuxX, améliorer les bandes passantes, et qu'une fois aussi, lorsqu'on a fait venir Mega, tous les opérateurs telco de l'Europe sont venus se positionner et ouvrir les liens vers le Luxembourg, parce qu'on a renversé la problématique du coup. Mega, justement, c'est très intéressant que cette histoire. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'était et qui était Kim.com? Je sais qu'il avait été... Voilà, donc Mega, c'est un bon exemple. Donc Mega, ils avaient le Kim.com en l'époque, il avait justement eu une grosse polémique. Il avait créé à l'époque un Mega Upload, qui était un site où les utilisateurs mettaient en ligne beaucoup de les films piratés. Tu aimais bien ça, toi qui quelques années précédentes, tu piratais, tu hackais. Disons que je n'étais pas du tout impliqué dans le Mega Upload. Il faut savoir que Mega Upload, finalement, c'est rien d'autre aussi qu'un Dropbox. Après, qu'est-ce que les utilisateurs en font? Si toi, maintenant, tu mets un film sur Dropbox et que tu partages le lien avec tout le monde, est-ce que c'est la faute de Dropbox ou est-ce que c'est ta faute?
Bon, là, tu pousses un peu loin parce que si non, mais Mega Upload, c'était ça. Donc Mega Upload ne faisait rien d'autre que mettre l'espace disque à disposition. L'erreur qu'ils ont faite sur laquelle ils sont fait taper, c'est qu'ils commissionnaient, ils gagnaient sur l'utilisation de ce que les gens faisaient. Et donc, ils savaient, tout en étant conscients de ce qui se passait, ils ne le bloquaient pas. Et c'est pour ça qu'ils se sont fait taper dessus. Et ça faisait beaucoup d'argent Oui, beaucoup, oui, vraiment beaucoup. Et donc là, ils sont vraiment cassés là-dessus. N'empêche que l'équipe en question, une fois qu'ils sont fait taper dessus, via un copain à moi qui habitait en Nouvelle-Zélande, qui est aussi à la fois un concurrent, un registrar, il m'a contacté un jour en disant « Tiens, je suis assis à côté de Kim.com et ils ont une nouvelle idée. Ils veulent faire la même chose, mais de manière encryptée et de manière légale, où c'est vraiment que entre utilisateurs et utilisateurs en point direct. » Et donc ça, c'est Mega.nz, qui existe encore toujours aujourd'hui. Et donc, plus personne ne voulait les aider à se lancer. Moi, je suis allé là-bas, j'ai pris l'avion, je suis allé en Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré le Kim.com en question. Il est comment ? Mégalo. mais entre-temps, malheureusement, le pauvre, il a eu une attaque cérébrale. Il n'est plus tellement en bon point. Mais son équipe, il y a 2 développeurs, meilleurs développeurs que j'ai jamais croisés. Ils ont créé en 3 mois, ils ont développé avec 30 000 lignes de code, ils ont créé le nouveau Méga d'une propreté, d'une prouesse technique incroyable. Et là, on les a aidés en disant, OK, on va héberger ça au Luxembourg et on va lancer tout ça. Ça a eu un succès fou. Du coup, en une fois, tous les utilisateurs du monde entier voulaient stocker des données au Luxembourg. Et tous les opérateurs, les utilisateurs commençaient à se plaindre à leurs opérateurs dans leur pays. Comment ça se fait que ces serveurs-là sont tellement lents, on n'a pas d'accès. Et donc, les opérateurs ont été poussés par leurs utilisateurs à ouvrir les liens vers le Luxembourg. Ah oui. Et donc, du coup, tout le monde a upgradé, tout le monde a mis les bandes passantes en place, a aidé à vraiment faire développer le tout. Mega, de nos jours, est un super client. Ils ont X millions d'utilisateurs. On n'en entend pas parler, mais c'est un des meilleurs services au monde pour stocker des données à la Dropbox. Ok. Donc ça, c'était Mega. Mais tu as aussi gros succès, c'est Namespace. Tu l'as dit au tout début. Oui. D'ailleurs, c'est la première chose que tu as parlé, c'est que voilà. tu étais le boss d'un registrar. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer rapidement cette histoire, comment tu es arrivé à créer en fait ça ? Comment on fait aujourd'hui pour avoir l'autorisation de vendre des noms de domaine ? Ouais, donc ça c'était en début 2002, donc du coup ça vient un peu, la demande venait de data center. Il faut savoir que les commerces électroniques internationaux qui donc du jour au lendemain ont décidé mais ok, on va s'attaquer à l'Europe, on va mettre des serveurs en Europe. Et quand ils ont décidé de s'attaquer aux clients européens, ils se sont dit « Ah tiens, est-ce que vous pouvez m'aider à enregistrer les noms de domaine alors pour les pays européens ? J'aurais besoin du .fr, du .be, du .de, du .es, du .t. » Évidemment, en tant que bon commercial, je dis, la première chose que tu réponds, tu dis « Oui, bien sûr !» Ouais. Et puis tu commences à regarder comment ça se passe. Hein. Et alors, ça se passe ? Voilà. Et c'était vraiment le grand foutoir, on peut dire à l'époque, Okay. parce que chaque pays était différent. Pour l'Espagne, il fallait avoir une adresse locale. Pour l'Italie, il fallait envoyer un fax. D'ailleurs, pour Restena, à l'époque, il fallait aussi envoyer un fax. Différents pays avaient des contraintes où il fallait vraiment avoir soit une marque dans le pays et prouver qu'on avait une marque dans le pays. Donc, c'était très compliqué, pays par pays. Il y avait des règles complètement différentes et notamment des démarches administratives et aussi techniques pour faire l'enregistrement. Et on a commencé doucement à automatiser tout ça. D'abord, on a commencé par mettre une interface en ligne en montrant aux gens simplement si c'est libre ou pas libre et en leur permettant de cocher et de commander sans montrer la complexité derrière. Oui. Donc, d'abord, on commençait à avoir encaissé et, puis, et faire croire aux gens que c'était super facile et automatique. Après, on leur a indiqué ah, ce nom-là a besoin de 24 heures, ce nom-là a besoin de 36 heures. Et derrière, on était les petites fourmis qui commençaient à tout faire de manière manuelle en fourmis derrière. Et au fur et à mesure qu'on avait le succès, les commandes qui rentraient, on a transformé le travail de fourmi en automatisme informatique. Avec, on envoyait nous-mêmes le fax qui rentrait chez nous était scanné, qu'on renvoyait de manière automatique chez le registre dans le pays. Il y avait l'OCR derrière ou pas ? Oui, aussi, une partie OCR ou code barre. On transformait une partie de texte en code barre que nous, on arrivait à relire facilement à l'époque.
Et donc, on a automatisé pays par pays. Et où on avait même un employé, par exemple, en France, on utilisait son nom et son adresse pour mettre tous les noms à son nom de ceux qui avaient besoin d'un FR parce qu'il fallait être habitant, donc il fallait être résident de France pour les .fr. Donc, tu avais un employé qui était... Voilà, il était multi-registrar. Donc, il était le trustee, comme on dit, le trustee pour les marques derrière. Demain, si la personne... Non, entre-temps, tout ça a changé. Non, donc, je sais, voilà, mais je veux dire, si la personne avait décidé de vous laisser tomber et de démissionner... Non, mais tout ça est contractuel. Donc, c'est contractuel aussi bien pour les marques envers nous que nous par rapport à lui. Donc, tout ça est contractuellement bien ficelé, évidemment. Je trouve ça passionnant parce qu'on pourrait passer des heures, mais il y a des questions qui m'arrivent à l'esprit là. La personne qui te dit, bah voilà, je veux réserver tel domaine. Oui. Tu coches, ok, il est libre. Mais si entre-temps, tu as 24 heures ou 48 heures et il n'était pas libre, comment ça se passe? Donc, ça t'est déjà arrivé? Pas beaucoup, parce que disons qu'à l'époque, très rare, très très rare, et c'est seulement pour les noms où on n'était pas en direct. De nos jours, tout se passe en millisecondes. Donc maintenant, chaque pays, tout est automatique par pays, et c'est tout là, et ça n'arrive plus. Donc, mais à l'époque, très rare. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Quel est le nom de domaine que tu trouves le plus intéressant qui un jour est passé entre tes mains? Que quelqu'un a acheté ou il y a peut-être une grande marque qui a été Ce qui est marrant, la première maintenant quand tu m'en parles, la première ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on était émerveillés de voir les commandes rentrer du monde entier. Oui. On voyait donc de pays que ça venait du Japon, maintenant on a une commande de l'Afrique du Sud, etc. Donc ça c'était hallucinant de voir passer. Et celui qui m'a le plus marqué, c'est lorsqu'on a eu une carte de crédit du Vatican qui est passée. Ah ouais. donc le Vatican qui commande, tu t'es dit en effet, ils ont leur propre carte de crédit. Tu te rappelles pas non, je pourrais pas te dire, mais c'est sympa quoi. Voilà, c'est d'actualité en plus. Oui. Voilà. Excellent. Je pense que tu as beaucoup de noms de domaine à toi déjà que tu as acheté? Oui, plus à l'époque que maintenant. Oui, t'avais le droit? Oui, toujours. Mais tout ce qui est générique, on a... Est-ce que c'est pas comme un délit d'initié? Non, ça c'est si tu fais du front-running, ce que tu ne peux pas faire. Donc si tu regardes, tiens là, une marque qui essaye de voir ça et tu vois qu'elle est en train sur le système de faire une recherche et puis que tu vas essayer de l'enlever sous son pied. Ça, non, ça, tu n'as pas le droit de quoi que ce soit. Non, mais dans les termes génériques, on a créé une société Domain Invest qui a levé de l'argent pour investir dans des noms de domaines génériques et on avait des noms comme onlineschool.com, whisky.com. T'as whisky.com? On avait même des noms comme, par exemple, un bon exemple, ebuy.com. Ah oui. eBay, pas eBay. Oui, eBay. eBay, donc, alors qu'un... Et tu l'as vendu finalement? Oui, celui-là, on l'a bien revendu. Et c'est légal, et à la fois, ça a du trafic de eBay, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment écrire eBay à l'époque, qui mettaient eBay, tout en pensant que c'était ça. Donc, on volait du trafic, mais c'est légal. Et c'est eBay qui vous l'avez acheté ou pas? Non, il y a quelqu'un d'autre, là, je sais pas, maintenant il faudrait voir ce qu'ils en font. Je suis pas un spécialiste de notre domaine, dans l'IP, mais si par exemple je pourrais... donc c'est eurodns.com et j'achète eurods.com. Non, ça c'est pas légal évidemment. Non. Mais là il y a les lois de la propriété intellectuelle qui te permettent donc de récupérer le nom facilement. Il y a des procédures au niveau des registries de l'ICANN où tu récupères avec la VIPO, tout ça est régulé, c'est facile à récupérer. La marque la plus intéressante que tu as, la DNS que tu as dans ton portefeuille? On a beaucoup de grandes marques. Tu as luxembourg.com? Oui, celui-là, il est à moi. Luxembourg.com, il est encore toujours à Domain Invest, donc donc c'est encore toujours un nom qu'un jour on attend, on devrait une fois, faudrait s'y mettre. Il y avait à l'époque, on avait des discussions avec Madame Baylis, Sacha Baylis, qui disait qu'elle pourrait être intéressant. On va une fois en parler maintenant avec Monsieur Krotz, peut-être. Ça va peut-être. Luxembourg.com, ok. Allez, on va voir. En tout cas, il y a quelque chose à faire là. Il faut absolument que quelque chose se fasse. Donc on l'a gardé bien en réserve. Et il faudra un jour faire quelque chose. Tu penses que ça vaut combien? Je sais combien on l'a acheté. Donc, ça s'achète 30 € par an. Ah non. Ça c'est les choses qu'on a rachetées. On a racheté. Donc ça, c'est avec Domain Invest. On l'a racheté dans des portefeuilles de domaineurs et des noms qui ont une valeur. Donc, donc on parle ici de chiffres avec d'une somme à 5 chiffres. Ok, oui. Pas plus? Non, c'est presque ça. Ouais, mais de toute façon, si tu vends à 6 chiffres, ça vaut. Non. Voilà. Bon, on va arrêter pour le domaine parce qu'on a quand même pas mal fait le tour. C'est quand même assez intéressant. Donc EuroDNS, Data Center EuroDNS.
Tu as aussi eBrand. Oui, donc avec EuroDNS, donc on a eu un succès et puis on a commencé à racheter des concurrents en Europe. Oui. Donc on a le numéro 1 en Hongrie qui s'appelle Dotrol, on a acheté à Barcelone, on a acheté en Allemagne, on a acheté une boîte qui s'appelle hosting.de. Oui. Donc Ça, je me souviens, on a fait un beau petit groupe de registrars qu'on a racheté et on a créé ebrand.com parce qu'il faut savoir que les grandes marques, nos plus grandes marques qu'on a eues comme clients, ils ne sont pas intéressés, il n'y a personne des employés qui a envie d'aller sur un EuroDNS et commencer à tout faire. Parce qu'il y a des marques qui ont des centaines de marques dans leur portefeuille. Hein, et eux, ils ont besoin d'un partenaire, un interlocuteur, un account manager. Ils disent, voici ma liste de marques. Je te fais un contrat, fais-moi un contrat. Tu fais de sorte à ce que tout est enregistré dans le monde, que tu me protèges, que tu me fais des rapports de qui essaye de piquer quel nom ou de faire quel typo. Et tu me surveilles tout ça et tu me fais des rapports sur quoi surveiller. Et on a développé ça au point où maintenant on a même des logiciels qui vont analyser les produits de contrefaçon dans les marketplaces, c'est pour analyser s'il y a des produits de contrefaçon et on fait de sorte qu'elles soient éliminées. Et le produit qui a le plus de succès, on a un produit cyber. Vu notre savoir dans le monde des noms de domaine et tout ce qui se passe, on sait détecter si une attaque phishing, usurpation d'identité est en voie de construction, avant même qu'il y ait une attaque. Et ça, c'est le truc où on grandit le plus avec eBrand. C'est parce que vous... Parce qu'on a, imagine-toi, on est 20 ans dans ce métier. Bah oui. J'avais même en Amérique, j'avais investi dans la société Domain Tools. On avait des données sur les noms de domaine, toutes les données que tu peux imaginer. Et toutes les minutes, on sait quels nouveaux noms sont enregistrés dans le monde, qui fait quoi, sur quels serveurs sont des bons serveurs, quels serveurs sont des mauvais serveurs, que ce soit au niveau DNS, hébergement, SSL, qu'est-ce qui est pris. Et on a une intelligence artificielle qui monitore tout ça en temps réel et qui tout de suite voit, attention, là, il y a quelque chose, la marque va être attaquée, il y a quelqu'un qui est en vue de construire une usurpation d'identité en vue de phishing et de malveillance. Tu penses que c'est vraiment de l'intelligence artificielle ou juste du data Ouais, ça, c'est comme à l'époque. Hein, le mot cloud, c'était rien d'autre que de l'hébergement de sites. Ils appelaient tous cloud. Hein. Tout à fait. Donc maintenant, tout ce qui est analyse, machine learning et tout ça, c'est AI. Hein, donc voilà, c'est une question de termes, c'est tout. Justement, 20 ans dans le digital, pas plus de 20 ans dans le digital, surtout quoi, 30 ans dans le digital, c'était en 95. Donc, cette période data center, EuroDNS, eBrand, et là tu construis tout autour, en fait, on va dire un empire qui tourne un peu à chaque fois dans le même domaine, hein, je trouve. Il y a une logique. Oui. Et qui vient toujours d'une demande du marché. Hein, donc, et du coup, tu réponds vraiment à un besoin. Donc, tu amènes une solution, tu apportes une solution. Ce qui devrait être en fait la base de chaque entrepreneur, c'est de vraiment avoir, pas seulement, je veux être entrepreneur, je vais essayer un truc. Non, c'est d'avoir vraiment une réponse à une problématique et amener une solution qui a du sens et qui fait gagner du temps aux gens. Hein, c'est la base même de l'entrepreneuriat, en fait. Justement, l'entrepreneuriat, t'aides beaucoup d'entrepreneurs. Oui. Notamment à travers d'investissements. Oui, j'étais pas mal business angel, moins les derniers temps, mais j'ai fait pas mal d'investissements pour aider des jeunes à se lancer. Comment tu fais pour choisir en fait disons qu'on est interpellé régulièrement, donc tu vas sur un event, tu pars, il y a les copains, il y a des cercles, des gens comme Luxembourg, des gens comme Patrick Hersten ou d'autres qui disent « Tiens, j'ai entendu quelque chose de sympa, tu devrais une fois jeter un coup d'œil, jette un coup d'œil là, analyse », on est sollicité. Évidemment, 9 fois sur 10, on dit non, mais de temps en temps, il y a le bon truc qui passe et on veut aider. Et qu'est-ce qui fait que tu choisis plutôt l'une que l'autre ? C'est un mélange, donc justement, entre quelle est la problématique à résoudre, est-ce que c'est vraiment il y a un besoin qui est couvert, la qualité de l'équipe et la complémentarité de l'équipe. J'ai une fois investi dans un mec qui était que techo, que tech, ça ne marche pas. Hein. Puis tu avais Alex récemment ici, j'ai vu l'interview d'Alex qui disait oui, être que devant la presse, ça ne marche pas non plus. Donc il faut vraiment l'équipe bien couverte, qui couvre tous les aspects, entre la tech, le commercial, le gars. Il faut une bonne complémentarité d'équipe pour couvrir tous les besoins d'une start-up. Tu as investi dans combien de start-up à peu près ? Est-ce que tu sais exactement déjà ? Je dirais une 20aine. Ok. Donc, à gauche à droite, oui. Essentiellement Luxembourg ? Oui, surtout Luxembourg, un peu à l'étranger, pas beaucoup, mais surtout Luxembourg, hein, que ce soit Parce que voilà, donc tu le fais par opportunisme, disons. Oui, aussi pour aider et puis aussi opportuniste. Oui. Tu as aussi, t'as acheté des noms de domaine, tu as aussi acheté Mixvibe ?
Oui, bah, pas acheté, donc on a Oui, investi, oui, hein, on c'est a quand même investi. Loïc, Oui, vous avez Loïc investi, qui est ouais. quand même Qui est le pot la l'honneur. tête et l'actionnaire principal de Oui. Mixed VoIP, mais qui est une très belle boîte qui aussi grandit bien et qui est vraiment complémentaire à la première société Data Center Luxembourg, qui est plus dans le data center et l'hébergement. Et Loïc, il est plus dans l'accès Internet et Oui. dans la voix sur IP et l'hébergement de centraux téléphoniques. C'était super complémentaire. Et donc, on travaille très, très bien ensemble. 25 ans dans le digital, qu'est-ce qui te passionne encore dans ce monde-là? Qu'est-ce qui... Quel est Toujours ouais. les nouvelles technologies, hein. Donc, j'avais créé à l'époque aussi VoIPgate, donc, Oui. d'ailleurs que Loïc de MixVoIP a racheté, donc Tout à dans la fait. voix sur IP. Donc, chaque fois qu'il y avait vraiment des nouvelles avancées techno, chaque fois je suis passionné de les comprendre, hein, notamment avec la crypto. Aussi, en 2012, j'ai commencé à lire les white papers de la crypto, comprendre comment ça allait. Je suis allé à une des premières conférences de crypto à Londres en 2012. Je suis sorti de là, j'ai dit c'est incroyable, c'est fantastique ce truc, c'est l'avenir. Et je dis mais mince, j'ai raté le coche, le Bitcoin était passé de 3 $ à 12 $. Je me suis dit c'est trop tard, j'ai raté d'investir. Mais Donc, n'empêche t'as pas acheté à 12 $ J'ai parce que tu t'es dit j'ai déjà raté, ça a déjà fait Voilà. x4. Et d'ailleurs, une bonne, Ouais. c'est une bonne leçon, et même le prix maintenant à 90 000, c'est jamais trop tard. Donc, c'était de 3 à 12, t'as acheté à combien? Moi, je suis rentré en 2016 ou 2017, j'ai commencé à investir dans la crypto. C'était quoi, 3-4 000? Ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Ouais, Mais c'était bien. j'étais plus. Mais j'étais jamais un fan du Bitcoin Ouais. parce qu'il est trop bête. Donc j'étais très vite fan de l'Ethereum Ouais. et de tout ce qui est associé avec les smart contracts. Ok. Ouais, il fallait avoir une utilité directe. Voilà, quand on voit la logique de ce qu'un smart contract, un Ethereum peut faire, ça va remplacer tout à l'avenir. Ça va tout simplement remplacer tout. Tout va être tokenisé. Même ton hypothèque de ton terrain plus tard va être Bon, moi, je tokenisée. Donc tout va être tokenisé et tout va être déroulé de manière automatique par des contrats. Je fais un disclaimer. Hein. Ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas du tout du conseil financier ou quoi que ce soit. Absolument pas. Je préfère le dire, surtout Voilà, que moi, non. je ne suis pas du tout le bon Non. interlocuteur pour ça, parce que j'y connais rien. Mais donc tu dis, là, il n'est pas 90 000, il a 78 000 aujourd'hui, euros. Non, Attends. dans dollars, aujourd'hui, il a 90 000 dépassé nouveau les Et 80. tu penses qu'il va arriver à combien? Là, d'ici 5 ans, il va atteindre les millions. C'est sûr que je suis ici, quoi. Fois 12, quoi, encore. Ouais. Ouais. Mais plus vite que tu me penses. C'est vrai? Ah, Ouais, donc, on en reparle d'ici une demi-année, tu verras. Et donc, il y a eu il y a encore cette mode crypto, il y a eu cette mode NFT. Et je sais que toi, tu étais assez impliqué. Oui, mais ça revient au concept voilà. des smart contracts. Donc, la notion de smart contract, NFT, c'est donc les côtés... Expliquer un NFT. À ceux qui nous écoutent, ce qu'est un NFT, je ne vais pas dire ce que c'était parce que ça existe encore, mais tu vois, j'ai envie de te dire qu'est-ce que c'était parce que... La différence, une crypto-monnaie, c'est un bitcoin. Un bitcoin vaut un bitcoin. Il y en a beaucoup des bitcoins, il y en aura 21 millions, moins ceux qu'ils ont perdus déjà entre-temps. Donc, entre-temps, toi aussi, tu en as perdu un, j'ai compris. Donc, donc, à mon avis, ils disent qu'il n'y en a que 18 millions qui seront vraiment actifs, qui à la fin seront réels. Mais chaque bitcoin est équivalent à l'autre. Alors qu'un NFT, chaque NFT, c'est non-fungible token. Donc, chaque token est unique. Et donc, on peut l'associer. Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un des singes, là, les singes, ou un manga, c'est vraiment où que ça peut être un contrat de notaire, un contrat de distribution de dividendes, d'obliques. Ça peut vraiment être tout. Notamment, les Louis Vuitton est en train de mettre des NFT en place pour associer le sac. Quand tu achètes un sac Louis Vuitton, tu as le NFT qui va avec. Donc, tu es le seul à pouvoir transmettre ton sac original à quelqu'un d'autre. Si tu sais décrypter ton NFT, tu peux passer le NFT au prochain propriétaire. Donc, la preuve que tu as le sac est bien à toi. Donc, il y a tellement d'applications possibles. Le NFT, ça va être hallucinant. J'ai entendu, il y a en fait maintenant on tokenise même au niveau des films, la production, les droits de films. Oui, tout à fait. Par exemple, j'ai un copain qui tokenise en fait il a des droits TV, et qui revend. Et là, j'ai envie d'acheter 2 tokens. Ça coûte pas grand chose. Et en fait, il y a un rendement de, je pense, 20% par an. Parce qu'en fait, ces droits TV, ils sont revendus. Après, par d'autres chaînes de télévision, et ils passent. Et en plus, là, c'est un bon exemple. Dans le passé, à l'époque, imagine combien de gens devaient travailler à l'époque là-dessus pour après faire la distribution de l'argent, vérifier, auditer et faire le transfert des fonds à chacun individuellement. Combien de gens devaient travailler là-dessus et quel était le coût pour faire ça? De nos jours, c'est un smart contract, il pousse un bouton et tout l'argent qui va aux différents ayants droit
et de manière gratuite envoyé et distribué à travers les smart contracts. C'est un token là ou c'est un NFT? C'est pas du tout un NFT. Si, mais c'est une classe de NFT attribuée qui te doit toi. Ça peut être aussi, tu peux le faire par des tokens aussi, mais oui. Mais si, à mon avis, ils vont quand même associer plus d'infos, et donc ça va être un NFT. Quelle est la plus grosse perte d'argent que tu as fait pas forcément dans la crypto ou dans le domaine tech, et là, tu sais que tu retrouveras jamais ton argent. Parce que je sais ce que tu vas me dire sur les monkeys que tu as acheté NFT, où tu penses que ça va revenir, mais non, mais je dirais que là, oui. Donc, mais disons qu'il y en a où j'étais tellement tôt, où je les ai eu tellement bon marché, que même avec le marché qui s'est écroulé, je suis même encore gagnant. Puis il y en a d'autres où je suis rentré vraiment plus haut, où j'ai perdu en crypto. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, donc quand j'ai une fois créé une entité dans un autre pays où j'ai misé sur une personne où mon intuition me disait de ne pas le faire, et je suis allé contre mon intuition. Et si j'avais suivi mon intuition, j'aurais pas perdu autant d'argent. Donc, par contre, ça m'a appris à ce que je devais mieux suivre mon intuition. Et de me rendre compte que tous mes succès en business, en fait, toute ma vie, venaient souvent parce que toutes mes décisions venaient en me basant sur mon intuition. Justement, tu parles de cet échec, on peut dire un échec. Oui. Est-ce qu'il y a en fait... est-ce que tu as eu des échecs, d'autres échecs que celui-ci, dans ta vie professionnelle? Tout échec, que ce soit professionnel ou pas échec, si tu n'arrives pas à réconcilier ce que ça t'a apporté. Ça reste un échec aussi longtemps que tu sais réconcilier avec ce dont tu as appris de cet échec. À partir du moment où tu sais ce que tu as appris, ce n'est plus un échec. Ça, c'est le connecting the dots de Steve Jobs. Non, mais c'est valable pour chaque aspect de la vie, ça. Et la vie va chaque fois te confronter avec le même cycle jusqu'à ce que tu l'aies appris. Tu as combien d'employés aujourd'hui? 300. Est-ce qu'il y a une personne depuis 25 ans avec qui tu ne travaillerais plus jamais de ta vie? Oui et non. C'est-à-dire, la personne, par exemple, qui j'avais fait confiance pour construire un pays, c'est sûr que celle-là, je ne vais pas plus travailler avec. Mais disons que ça ne m'arrivera plus parce que je sais mieux reconnaître mes instincts et mes sentiments quand je vais choisir une personne. Et donc, au quotidien, je ne travaille pas beaucoup par rapport à mon groupe. Je suis beaucoup axé sur mes nouvelles passions, entre crypto ou autres passions. Donc, et j'ai appris vraiment à déléguer au quotidien. Moi, je passe 20 à 30% de mon temps pour mes sociétés. C'est tout, alors que j'ai 300 personnes qui travaillent pour moi. Et justement, est-ce qu'il y a une chose que, quand tu te lèves le matin, qui te fait lever, qu'est-ce qui te fait bouger, dire aujourd'hui, voici pourquoi je me lève? Qu'est-ce qui te fait... Moi, je suis une personne très du présent. Et je savoure la vie énormément les derniers temps, de plus en plus. Je suis de plus en plus conscient de ça et très dans le présent, tout en sachant que le terme présent n'a rien à voir avec le temps. Le terme présent a combien tu transportes de tes peurs et de tes blessures du passé et combien tu projettes dans l'avenir des peurs qui pourraient t'arriver. Donc si tu arrives à éliminer un maximum de tout ça et vivre au présent, ça c'est vivre au présent. Tu as eu des peurs dans le passé? Est-ce que tu as des choses qui t'ont marqué? Non, de moins en moins, mais de manière consciente. Mais non, mais les peurs que tu as quand tu lances tes sociétés, que tu commences tu fais des embauches supplémentaires, tu prends chaque fois le risque nouveau d'embaucher, sachant que tu vas nouveau aller dans un creux négatif, en espérant que tu dois nouveau gagner plus et espérer et remonter. Donc tu n'arrêtes sans cesse, tu rentres dans le creux, tu prends le prochain risque à nouveau, en espoir de continuer et de grandir. Et ça, tu le fais. Donc quelque part, tu as ce stress, mais un stress positif de survie et de vouloir grandir et une volonté et détermination. Donc, jusqu'au moment où tu te rends compte que tout est lié justement à la détermination et la volonté. Donc, il faut commencer par là. et le pouvoir de la détermination est un pouvoir de projection et croire dans ce que tu peux atteindre. Une fois que tu comprends comment ce mécanisme fonctionne, tout est possible dans la vie. Justement, ça me parle beaucoup ce que tu dis là, parce que on pourrait se contenter. Moi, je suis toujours en mode, je veux investir, je veux faire de nouvelles choses, etc. Oui. Des fois, je me dis, mais pourquoi je fais tout ça? Oui. Toi, pourquoi tu fais tout ça? Oui, c'est pour travailler, à la fois pour travailler sur soi, se sentir vivre plus, se sentir vivant et vouloir vivre et savourer un max de pourquoi on est là. Tu pourrais te contenter
de ce que tu gagnes chez Namespace, dans ton groupe, etc. Oui. Tu n'as même pas besoin de travailler, disons... Oui, mais c'est pour ça qu'aussi, il faut alors apprendre. Moi, j'ai le luxe de pouvoir me permettre donc de déléguer et de vraiment me consacrer, ne pas tomber dans la routine quotidienne d'écouter les problèmes des gens. Il a mal à la petite oreille, il a mal dormi, son voisin de table l'énerve, etc. Heureusement, j'ai mes RH qui gèrent tout ça. Donc, j'ai réussi à me décoller de tout ça et de pouvoir vraiment... chaque fois, je peux me reposer la question régulièrement dans le passé, et maintenant de plus en plus, je me pose la question, qu'est-ce qu'au quotidien, qu'est-ce qui m'a stressé, qu'est-ce que je n'aime pas faire, et comment est-ce que je peux faire ou le déléguer à quelqu'un d'autre pour ne pas devoir moi-même le gérer, et vraiment avoir le temps pour moi. Donc, tu es moins stressé au quotidien ? Oui. Mais j'étais jamais vraiment beaucoup. Beaucoup. Mais évidemment, moi, je suis un faux calme aussi de l'extérieur, j'ai l'air calme, mais à l'intérieur, ça bouillonne quand même aussi. Mais les périodes, comme tu sais, les périodes où vraiment, les premières années quand tu lances une société sont les plus dures. Une fois que tu rentres dans le côté succès, mais là, il faut apprendre, parce qu'il y a ceux qui restent dedans ou qui ne veulent pas lâcher prise, qui veulent tout maîtriser, tout contrôler, tout aspect du business. Et ça, il faut apprendre à ne pas vouloir le faire. Là, on se casse. Tu fais pas de micromanagement ? Du tout. Donc c'est pas toi que je dois venir convaincre pour du marketing, je dois descendre à N-10. Absolument. Mais ça, je le sais depuis longtemps déjà. Tu le faisais déjà il y a longtemps. Si tu avais un mentor, enfin, est-ce qu'il y avait une personne que tu pourrais choisir en tant que mentor dans le monde, Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ? Il n'est plus vivant, ce serait Tesla. Ah. Donc lui aussi, il a des... je suis beaucoup et aussi la physique quantique, donc je suis en train de lire que ce soit des Feynman, que ce soit des Planck et tout ça, entre la recherche... Quand j'étais gamin, j'étais astrophysique, ça me passionnait à fond, l'espace. Maintenant, c'est la physique quantique où je lis et je recherche beaucoup. Et donc là, je deviens un peu Marco, parce que là, entre physique quantique et spiritualité et tout ça, ça se rejoint. Et ça, là, il y a pas mal de choses à lire et à découvrir, et notamment à Tesla. Au niveau des neurones aussi, quantiques, apparemment, il y a des choses extraordinaires qu'on ne peut pas... C'est ça. Le problème, c'est que tu fais le double slit expériment ou l'entanglement des particules. Ce n'est que la conscience qui active l'un et qui fait que l'autre est automatiquement comme ça. Donc, chaque physicien quantique ramène pas. Il n'y en a pas un qui dit qu'il n'y a pas une conscience globale. Il n'y en a pas un. Et donc, on arrive à l'intelligence artificielle, qui est aussi conscience globale. Donc, il y a un cercle, on arrive dans une singularité entre l'intelligence artificielle et la quantique. Et les ordinateurs quantiques qui viennent, ça va être bizarre les prochaines années. On va avoir des drôles de phénomènes et des drôles des discussions qui vont venir. Par exemple, est-ce que tu penses qu'il y a un truc qui pourrait arriver avec la physique quantique, justement ? Un truc qui dit... Là, la physique quantique, il y a un problème, parce que depuis 70 ans, elle n'a pas évolué. Elle est restée à l'arrêt. Et il y a des erreurs dans la logique, dans le système, dans la construction. Et là, l'intelligence artificielle va décanter tout ça, justement, et va nous montrer où on a mal interprété les choses. Il y a Tesla qui a fait plusieurs articles et plusieurs raisonnements en disant on est passé trop de côté mathématique, on aurait dû rester plus dans le côté... expérience réelle, physique, dans tout ça. Et il y a beaucoup de choses bizarres qui sont en train de sortir et qui vont être intéressantes. Si demain, il n'y avait pas de technologie autour de toi, tout s'écroule. Cloud, nom de domaine, crypto, tu ferais quoi ? Je vais m'asseoir à une plage quelque part en Asie, sur une petite île, face à la mer. Ce serait bien sympa aussi. Tu serais heureux ? Oui. Tout aussi heureux ? Ah oui. Est-ce que tu as donné ce virus de la tech à tes enfants ? Tu as combien d'enfants ? Oui, j'en ai 3. Okay. Le grand, là, il a maintenant 18 ans. Et là, en côté tech, il a incroyable. Donc, le petit, maintenant, il a 13 ans, pareil. Là, au Young Fusher concours, il a aussi gagné un prix et tout. Ils sont tous les 3. Et puis, ma fille au milieu aussi. Donc, ils sont tous fantastiques. En fait, deux choses que j'ai essayé de leur apprendre. Et je pense avoir réussi. Bon, peut-être tu vas les avoir un jour ici, ils vont te dire l'inverse, mais on verra bien. C'est deux choses, la joie de vivre, le plaisir de vivre, et apprendre comment apprendre, qu'ils peuvent tout apprendre. Donc ils sont super en tech, grâce notamment au LTS. Donc le LTS, la Tech School,
qui est complètement sous-estimé au Luxembourg et qu'il faut aider. D'ailleurs, les sociétés devraient supporter et aider la LTS, qui est une initiative privée. Je leur ai déjà dit qu'il fallait qu'ils changent le nom, parce que le nom est trop gouvernemental, alors que c'est une initiative privée. Notamment, c'est la Fondation Loche qui les subside le plus. Bravo à la Fondation Loche. Et les sociétés devraient... Et là, les meilleurs développeurs sortent de là, en fait. Je vois mon fils, il a appris à développer là, c'est incroyable. Il gagne beaucoup de concours. Oui. C'est des jeunes et en fait, ils sont aussi forts des fois que des personnes expérimentées. Oui. Et là, par contre, Luxembourg fait quand même bien parce que les initiatives comme Young Fusher ou d'autres initiatives, ils gagnent des prix et ils permettent de voyager. Là, mon fils il est revenu de Taïwan, il a dû aller présenter son projet à Taïwan. Le petit, là, cette semaine, ces jours-ci, il va au Danemark. Donc, en fait, ils leur font gagner des prix qui les obligent à apprendre à présenter, à créer des présentations. Le petit, il a 13 ans, il passe à l'anglais seulement l'année prochaine au lycée. Et là, il est au Danemark en train de faire une présentation en anglais. Super. En anglais. Donc, c'est incroyable. T'arrives à passer du temps avec eux? Est-ce que tu as pu passer du temps avec eux? Ils vont dire que non, mais j'essaye en tout cas, oui. Non, autant que je peux, mais... C'est 18 dernières années, donc du premier, le 18 Oui, donc... D'accord. Non, j'étais au Luxembourg quand même, tu voyageais, mais... Oui, je voyageais, mais j'étais quand même là. Le soir, j'adorais cuisiner, donc, etc. Donc non, j'essayais. Mais évidemment, les pères, on va toujours leur dire que le père n'était jamais là, quoi. Mais bon, on sait comment ça... Exactement. À quoi ressemblerait ta vie sans la tech? Je pourrais pas m'imaginer, quoi. Donc, je suis passionné de tech, des évolutions, tout ce qui avance, tout ce qui est nouveau. Défi, en fait, c'est un défi cérébral, en fait. Algorithmique, c'est ça, on peut de voir la vision, de croire, oui, de quelle manière est-ce qu'il y aura un besoin dans ce domaine, est-ce qu'il sera réel ou pas. Même moi, je suis convaincu de la crypto parce que je sais voir, je sais projeter, je sais à quoi ça va ressembler, dans quel domaine ça va être utilisé, je sais me plonger dedans. Et alors, on arrive de nouveau à la physique quantique. Si tu sais te projeter, si tu sais manifester, ça va se faire, quoi. Mais il faut y croire tellement. Est-ce que tu te considères comme visionnaire? Oui, mais j'aime me plonger et imaginer à quoi le futur ressemble et quelles sont les problématiques et quels sont les besoins qui vont en résulter. Tu vois les choses avant tout le monde, selon toi, ou c'est juste... Non, il y en a d'autres, mais il y en a... Qui, par exemple, aujourd'hui au Luxembourg, tu dis, tiens, parce que dans le monde, il y en a beaucoup, mais au Luxembourg, tu tiens, lui, je trouve très visionnaire, ou je trouve qu'il a quand même été très intéressant dans son approche. Non, on en a plusieurs au Luxembourg. Maintenant, un qui me vient à l'esprit, c'est des gens comme Laurent Kratz, tous ceux qui sont dans le monde de la techno, que ce soit même un Patrick Herston, que ce soit différents acteurs de la techno qui aussi voyaient très bien, ils voyaient un besoin, ils avaient envie de le construire et aller de l'avant. Non, il y en a quand même beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui seraient simplement passifs par rapport à ce qu'ils entendent dans les médias. Les médias disent la crypto c'est dangereux, c'est que là pour les pirates et pour les mafiosi, et tout le monde répète la même chose. Non, désolé, vous êtes des petits moutons. Désolé, vous ne pouvez pas me faire des amis aujourd'hui. Non, mais de toute façon, il n'y a pas tout ça. Maintenant, concernant ta personnalité, moi je te connais depuis maintenant plus de 15 ans. Celui qui ne te connaît pas peut se dire, mais il est difficilement abordable, pour ne pas dire un peu froid au début. Alors que tu sais sourire en fait. Mais... non, mais c'est poker face. C'est vrai, mais là je suis grave dans ce domaine-là parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de personnes que je trouve intéressantes. Oui. Donc c'est ça. Donc les gens que je trouve intéressants, avec qui j'ai vraiment envie de discuter, m'ouvrir, de parler, que la discussion devient intéressante, il n'y en a pas tellement. Donc je m'ouvre à ces personnes-là. Les autres, je reste froid parce que j'ai pas envie de rentrer et parler du foot du week-end ou de la météo ou de la Formule 1 parce que j'en ai rien à cirer. T'en as rien à faire du foot et de la Formule 1? Vraiment pas. C'est vrai? Mais justement, hors la tech, qu'est-ce qui t'intéresse dans la famille, tu fais rien d'autre? Être heureux, la famille, savourer le présent. Mais, le sport, un sport, rien oui, j'ai ma femme qui est coach sportif, crois-moi, elle me fait travailler. Donc non, le sport pour se sentir bien dans sa peau et tout ça, et vivre le présent, mais non. Est-ce que c'est pas pour toi un manque d'empathie?
D'ailleurs, tu disais tout à l'heure, t'as pas Ouais. envie de... Oui. de... Ouais, Tu penses que c'est parce que tu as un manque d'empathie ou c'est juste Non, parce que... parce que j'ai besoin que ça m'intéresse et que je vais pas perdre mon temps. Ouais. Le temps est court. Le temps, Ok. donc non, je sélectionne, je suis très sélectif. T'as toujours été comme ça? Oui, mais inconsciemment, maintenant je le suis. C'est pire parce qu'une fois que tu le sais et que tu l'admets, c'est 3 fois pire. Ok, donc ça c'est un message, ça c'est un message en fait à tous. Donc Non, si Xavier non. vous répond pas, c'est voilà, vous avez Non. compris. Non, 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 mais quand même pas. non, mais parce que on peut penser, tu sais, le geek qui est là et qui Ah non, préfère jouer alors que moi je sais que c'est pas le cas. Ah non, parce que c'est pas geek t'es du pas tout. un geek qui est là qui est introverti. Non, Au non, contraire, quand on parle j'adore avec toi, échanger avec Oui. des gens qui aussi parlent de l'intelligence artificielle, vers où on va, voire même Justement, donc justement prochaine question. Voilà. Intelligence artificielle. Oui. Où on va. Tu te souviens, je ne sais pas si tu es venu, on avait fait le tribunal fictif sur l'IA. Oui. Toi, est-ce que tu penses que c'est... Alors, on va bien approfondir le sujet, mais Oui. que c'est plutôt... Forcément, je sais ce que tu vas me dire, opportunité ou danger, mais j'aimerais Non. que tu nuances les deux propos et que tu expliques un peu comment toi tu vois ça. Il y a beaucoup d'intelligences artificielles différentes. Mm. Moi, au quotidien, je l'utilise. J'ai remplacé mon icône de navigateur sur mon téléphone par celui de ChatGPT. Je vais plus par le navigateur, je vais quasiment que par le ChatGPT maintenant. Donc, je pose mes questions en permanence. Je l'utilise en permanence pour répondre à des emails, pour faire des recherches. En permanence, je l'utilise. Donc ça, c'est une façon d'utiliser. Et d'ailleurs, là, je me suis dit, il me manque encore l'assistant intelligence artificielle personnel, où tu es même prêt à lui donner quelques mots de passe de la compagnie aérienne ou de trucs comme ça, et tu lui dis, vas-y, trouve-moi le meilleur vol entre cette date et cette date, et fais-moi le booking. Donc, et ça va venir. Hein, donc ça va venir. Donc l'intelligence artificielle, super, mais il y a différents degrés d'intelligence artificielle. Et après, il y a celle de la connaissance globale, ou les grands sites où alors on va poser les questions et qui vont alors être considérés comme la vérité réelle. Et là, j'ai une bonne histoire. Tu vas regarder, il y a une interview en décembre 2024 faite par Mark Andreessen, de Andreessen et Horowitz, qui est un des plus grands fonds qui existent au monde, qui lui-même a dit, l'administration Biden à l'époque est venue lui dire, surtout n'investissez pas dans les startups AI, on ne va jamais permettre qu'une AI non gouvernementale, non contrôlée sorte. Et tu vas la trouver en ligne, donc c'est dangereux. Hein. Donc après, mais ça, c'était à l'époque une Biden. AI chinoise, un DeepSeek, ne va jamais parler du mal du gouvernement chinois. Une AI américaine, ChatGPT, ne va jamais dire que les tours du 11 septembre, que c'était une affaire interne gouvernementale. Donc tu vois, ils ne vont jamais être l'un contre l'autre. Donc qu'est-ce qui est une vraie AI? Donc ce problème, c'est la manipulation et la neutralité de l'AI. Et après, tu as l'AI, la AGI, comme ils disent, c'est celle qui commence alors à réfléchir et à rechercher par elle-même. À mon avis, je ne sais pas à quel point ils vont la laisser faire par elle-même, parce que là, il va y avoir des sacrées vérités qui vont sortir si jamais ils les laissent aller par elle-même. Hein. Donc ça va être marrant. Par exemple, quelle vérité? Les choses que les gouvernements ont bah, l'histoire JFK, là, ils sortent l'histoire JFK, mais les fichiers du 11 septembre des tours, c'est un des prochains dossiers que le Trump va sortir. Donc je ne veux pas dire les résultats d'avance qui va en sortir, etc. Mais là, il y a des choses qui sont sorties, mais des choses que les gouvernements ils ont cachées depuis longtemps. Ok, même dans ce genre de choses, tu Mais penses... même l'atterrissage sur la Lune, je sais pas, quand tu vois les photos des ombres, etc., mais une AI va te dire que c'est de la foutaise. Non mais alors, ça c'est des trucs de complotistes. Hein. Oui, mais une AI va pouvoir faire la différence entre en dire si c'est complotiste ou pas. Oui, mais la IA, elle va te dire que c'est pas de la foutaise, elle va te dire que c'est... Ah, tu penses que c'est... Si tu donnes toutes les infos, une AI, c'est quand même calculer les angles des ombres sur une photo et de dire si c'est réel ou non. Après, ils y ont peut-être été, mais ils n'ont peut-être pas pu faire la photo. Oui, mais alors voilà. l'IA va répondre ça. Non, mais je veux dire, et ça, ce n'est que des exemples. Hein, donc, combien de fois dans l'histoire... La Terre, elle est bien ronde, hein, je te le dis. Hein. Tu l'as vu? Tu étais là-haut? Non, mais... je ne suis pas non plus. Après, attention, hein, le podcast, ça va être Xavier Buc, le grand entrepreneur, le Jeff Bezos luxembourgeois. Non, je dis seulement, justement, je dis que l'intelligence artificielle va mettre de l'ordre là-dedans. Et que ça ne va pas plaire à tout le monde les réponses. Mais justement, va mettre là-dedans, mais
peut aussi faire croire beaucoup de choses fausses. Voilà, si C'est une grosse crise de la vérité. Voilà, sauf si c'est les gouvernements qui contrôlent le contenu. Donc si le gouvernement va les contrôler, il y aura la vraie vérité. Et le Marc Andreessen, les plus grands fonds au monde, ont eux-mêmes confirmé, dans une interview qui est visible, chacun peut la trouver en ligne, qui ont dit que l'administration Biden, à l'époque, a dit, surtout, n'investissez pas dans les AI, que nous, on n'en contrôle pas. Ouais, ça veut dire donc, parce qu'ils vont tuer toutes les IA qui, voilà. qui ne contrôleraient pas. Ouais. Ok. Donc on va voir, hein. Donc ça va être intéressant. Les AI, en tout cas, côté société, si on ne travaille pas avec les AI pour le quotidien, que ce soit pour préparer les emails, répondre des emails, pour préparer le social media, pour faire des analyses, pour les programmeurs. Hein. Moi, j'ai ma fille là elle a créé un site web que par ChatGPT, un site entier, alors qu'elle n'a jamais appris à programmer un site web, donc etc. Donc il faut y aller. Il faut l'utiliser comme un outil de production. Tu t'y connais en LLM, etc. Tu sais laquelle est pour toi la plus intéressante aujourd'hui? Non, parce que ça change tout le temps. Et ça, c'est mes gars, mes développeurs, mes experts qui font ça, quoi. Mais t'as pas une idée. Toi, tu sais ChatGPT? Actuellement, oui, parce que c'est celui que j'ai souscrit et que j'utilise. Sans plus. T'as pas voulu. Et disons que justement, pour les besoins dont on en fait, que ce soit pour améliorer d'un texte, pour faire une analyse, faire une recherche, je pense qu'il n'y a pas de grande différence entre elles, quoi. Ok. Quels sont les métiers qui, pour toi, vont disparaître à cause de l'IA ou grâce à l'IA? Beaucoup. Donc énormément, mais il faudra toujours avoir l'opérateur qui sait le faire pour ce métier. Donc on aura besoin de moins, mais il faudra quand même toujours la personne qui connaît le métier et qui utilise l'AI pour le métier tout en ayant la connaissance du métier en dessous. Donc, mais c'est seulement la quantité de gens qui va être réduite. Alors on avait besoin de 10 personnes à l'époque, on a besoin de plus qu'une ou deux. Par exemple, j'ai investi dans Emailtree, donc, de Cassius. Donc lui, depuis des années, il est pour le support dans le back-end, il répond aux emails, l'AI comprend les emails, multi-topic, hein, même si tu as 3-4 questions différentes dans un email, il les comprend toutes et il va préparer la réponse. Et Emailtree, ils ont besoin, pour les banques ou pour les opérateurs telco, etc., ils ont besoin que ce soit en environnement fermé. Ils n'ont pas le droit de mettre leurs emails et tout dans le cloud chez ChatGPT. Donc on a besoin de l'AI privé pour les sociétés. Emailtree, très bon exemple. Je connais un peu cette société. Je trouve qu'elle n'a pas encore décollé. Oui, mais elle est en train. Ok. Parce que donc, au début, les gens avaient du mal AI, maintenant ils ont compris AI. Ensuite, les sociétés ont compris AI, oui, mais pourquoi payer aussi cher? Parce que l'AI, je peux l'avoir moins cher avec ChatGPT. Et maintenant, ils se rendent compte, ah oui, mais on n'a pas le droit de mettre toutes nos données dans le cloud et à donner à ChatGPT. Les termes et conditions de ChatGPT, tout ce que tu leur fournis, ça devient leur droit. Même dans le chat éphémère, tu sais, c'était marqué. Hein. Maintenant, ils ont un nouveau truc. Oui. Tu vas chat éphémère. Et en fait, ils expliquent, ils te disent qu'ils ne conservent pas les données, etc. Ils te le disent, hein. C'est déclaratif. Le problème, c'est qu'une société, pour répondre aux emails, ils ont besoin de tout garder. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une société, tu as un opérateur telco, comment il va apprendre les réponses à donner? C'est on injecte 10 000 anciennes réponses email qui ont été envoyées dans le passé. Le système apprend avec les 10 000. Et du coup, c'est toutes les réponses qui ont été données dans le passé, donc connaît les nouvelles réponses à donner. Donc il ne faut pas, justement, on a besoin que ce ne soit pas éphémère, que ce soit stocké en privé pour que le système sache répondre au présent. Ok. C'est pour toi ta meilleure start-up actuellement, Emailtree? Non, mais celle maintenant qui commence, là on a signé quelques beaux deals et qui commence à accélérer. Donc ça, là, elle est pas mal. Hein. Donc ça, c'est joli, pas mal. On a pas mal investi là-dedans. Et là, c'est en train finalement de décoller. Et celle qui te tient le plus à cœur? J'aime beaucoup Passbolt. Oui. Passbolt, c'est une dans laquelle j'ai investi au début. J'adore l'équipe. C'est très très beau ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par du open source, la gestion de mots de passe. Et ils ont des milliers et des milliers de clients à travers le monde maintenant. En plus, Kevin Muller, il est de chez moi. Il est de Longwy comme moi. Donc, voilà, donc ça serait... donc ça, j'adore beaucoup cela.
Quoi d'autre? Maintenant, des tout jeunes, une toute jeune équipe Kidola dans qui j'ai investi, je les adore aussi. Ils font une société, un logiciel pour les crèches. J'adore les jeunes qui osent vraiment, en Tu tant vois, que un jeune, à se lancer. J'adore au ça. final, on pense que t'es froid, que Ouais. t'as pas d'empathie, mais t'aimes bien les gens au final. Oui. Surtout ceux qui osent se Oui. lancer et Oui. prendre des risques et puis de pouvoir les aider avec quelques cheveux gris que je n'ai pas, mais oui. Maintenant, parlons un peu du Luxembourg. Oui. D'écosystème startup, tu as cofondé avec Patrick Kersten. Oui, et d'autres. Et Donc d'autres. on a une belle équipe. Oui. Je pense qu'on était une bonne dizaine au Oui. début, avec Eric Avec Bush, Eric Bush, Monsieur Folchet, tout à etc. fait. Donc on a tous décidé de se mettre autour d'une table et à créer une start-up, donc une association pour les start-up. Et notamment parce que tout ce qui était déjà, le gouvernement avait créé pas mal d'entités pour aider les start-up, mais on avait besoin d'une entité qui était faite par les fondateurs pour les fondateurs. Et de vraiment dire qu'est-ce qu'il fallait encore faire, parce que Luxembourg avait quelques points où on est vraiment à la traîne par rapport aux pays autour de nous. À l'époque, on était à l'avance, on avait vraiment des points positifs, mais là, avec tout ce qui est stock options, tout ce qui est incentive pour incentive pour les investisseurs qui puissent déduire un peu de leurs impôts, etc. Alors là, on a fait un peu de lobby et on espère que là, ça va passer, quoi. Donc c'est une association qui regroupe toutes les startups ou les... Oui, je pense qu'on a dépassé les 400 là, donc on est vraiment représentatif. Il y a combien de startups au Luxembourg, tu sais à peu près? Je dirais qu'il y en a 600-700 Ok. et dont on en a 400, donc ça c'est j'estime. Et après, définition Oui. startup, qu'est-ce qui est définition startup? C'est ça. C'est quoi pour toi une startup? Voilà, parce que pour moi, même au sein, par exemple, au sein de Namespace, par exemple, eBrand, ce qu'on est en train de faire avec le cyber, c'est une start-up au sein du groupe. Donc, on a pris un noir, on lui a donné un département et il le lance à fond. Donc, où est-ce que start-up et où est pas start-up, donc, et puis on a même aidé, on veut aider ceux qui sont même pas encore incorporés, les jeunes qui veulent savoir comment ça se passe, parler à un entrepreneur, voir avant même les guider. Oui, tu peux lance-toi ou pas, ou faire attention à ci, fais attention à ça. Quel est le pays pour toi qui est aujourd'hui le plus favorable à un écosystème startup? Un pays à prendre exemple. Il y a des pays où ça va très vite, où c'est très facile. Tu prends des pays comme l'Angleterre ou même la Belgique. Maintenant, en un jour, tu peux créer une société, avoir ton numéro de TVA et tout en un rien de temps. Le Luxembourg, on est encore un peu à la traîne. Et tu penses que c'est à cause de quoi? Priorité ailleurs. Et on a peur des changements, on a peur de oser, on a peur nouveau de faire quelque chose, de faire taper sur les doigts par l'Europe parce qu'on a osé nouveau faire quelque chose qui pourrait être un peu trop agressif. Tout le monde a peur. Pourtant, c'est une offre, c'est vrai, enfin une offre. C'est pour le Luxembourg, c'est une force du Luxembourg d'être normalement réactif et innovant. On a besoin à nouveau de ceux qui osent nouveau le faire. N'empêche que oui et non. Donc c'est pas tout est mauvais. La volonté est là, et après la volonté politique de faire, à quel point oser le faire. Donc là nouveau, le incentive pour investisseurs, il va venir, le stock option va venir, mais au lieu de se mettre dans on a fait des études où on a comparé tous les pays d'Europe autour de nous, et au lieu de se dire ok, on va se mettre au même niveau que le meilleur autour de nous, que l'Irlande ou que le plus agressif, on va se mettre au même niveau d'eux. Ah non, surtout il faut pas être trop en haut, on va essayer d'être comme celui en 3e, 4e ou 5e position pour ne pas montrer qu'on soit trop agressif, quoi. Donc non, il y a la volonté de vraiment pousser et nouveau être le meilleur n'est pas là. On doit surtout que personne ne parle de nous quelque part, mais n'empêche que quelque part il y a une raison derrière ça, c'est que la vache à lait du Luxembourg, qui est le monde des fonds, etc. On veut être sûr que celui-là reste protégé et donc de ne pas activer d'autres domaines et pas être visible sur des petits points autour pour que personne ne vienne attaquer trop et qu'on arrive à protéger ce qu'on a. Mais à force de trop vouloir protéger, on va aussi perdre ça. Donc il faut un malin compromis et oser quand même bouger un peu. Mais c'est en bonne voie quand même. Je trouve que... Oui. Maintenant, disons on a des partis politiques qui peuvent nouveau bouger, où l'un n'est pas le frein de l'autre. C'était un peu trop, il y avait trop le grand écart avant. Maintenant, on va voir si ça bouge ou pas. Je me suis promis de pas faire des questions politiques et de pas être dans la politique. Voilà. Donc je vais pas rentrer. Je vais pas rentrer dans ces. T'aurais dû prendre le Joker. Ah non, il est pour moi le Joker. Ouais, là c'est moi. Non, mais voilà. Tu as inversé le truc, mais.
est-ce qu'il t'est déjà arrivé de mentir sur une situation pour protéger quelque chose, pour protéger un employé, pour protéger un business ou... Pas que je sache. Donc pour moi, ma parole vaut or. Donc ça, c'est vraiment une de mes devises en business. Je pense que personne ne puisse dire que j'ai pas tenu parole en business quand j'ai fait un deal avec quelqu'un. Il n'y en a pas un qui puisse dire non, il n'a pas tenu parole. Pour moi, ça c'est partie de intégrité, détermination de qui je suis, comment je me vois. Et ça, pour moi, c'est très 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 important. Je confirme. Hein. Toi, quand c'est non, quoi. Ou c'est oui, c'est oui. Voilà. Je préfère que ce soit pas souvent voilà. oui, Voilà. mais au moins c'est comme Exactement. ça. Ouais, Voilà. au moins, on sait à quoi en se tenir. Et d'ailleurs, si une personne, tu lui réponds pas, on a bien compris. Voilà. C'est déjà t'intéresse C'est pas. le gentil non. C'est quand je réponds pas, c'est le gentil non. Bon, déjà, t'es venu. C'est déjà bien parce que j'étais même pas sûr que tu acceptes de te livrer à ça. Au niveau des partenaires, tu as bossé avec énormément de partenaires. Je me souviens à un moment donné, tu pouvais nous faire venir Magnus Carlsen, etc. C'est genre comme ça, que c'était parce qu'il était sponsor avec, c'était quelle société de cybersécurité, peu importe qui était sponsor. Mais est-ce qu'il y a des partenaires ou des gens, tu te dis, mais je ne bosserai plus jamais avec eux parce que ça s'est mal passé ou parce que leur pratique... C'était plus à l'époque. Dans l'époque, j'étais trop naïf, que je pensais que tout le monde avait les mêmes valeurs que moi, où tout le monde était gentil, où tout le monde pensait que win-win, l'approche win-win. Donc jusqu'à ce qu'on se rende compte que non, il n'y a pas tout le monde qui fonctionne comme ça dans le monde business, qu'on approche les personnes, on met les cartes sur table, on montre ce qu'on veut faire, ce qu'on est en train de faire, et on espère que l'autre dit waouh et qu'il veut travailler ensemble avec quelqu'un, pour finalement se retourner, dire oui, et puis derrière le dos, essayer de faire la même chose au lieu de vouloir travailler main en main. Donc ça, mais ça c'est la naïveté quand on est jeune, de ne pas comprendre ce qu'on a en face de soi en fait. Hein. Donc, tu penses que c'était prémédité ce genre de choses ou par circonstance? Non. Il n'y a pas tout le monde qui pense de manière que tout le monde qui te voit comme concurrent au lieu de toi tu viens en tant que jeune et que tu dis tiens on peut travailler ensemble, on peut faire quelque chose ensemble. Et donc ça, non. Ça, c'est un peu ce côté-là naïf quand on est jeune, mais donc celui-là, on le perd très vite quand même. Est-ce que tu es du genre à exposer un peu tes idées? Parce que avec moi, tu l'as toujours fait, des idées que tu avais ou des choses qui allaient arriver. Tu me le disais avant. Oui. Parce que moi, je sais que je suis comme ça. Mais des fois, il y en a qui ne disent rien, mais rien du tout, parce qu'ils ont peur qu'on pique l'idée, etc. Oui. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout comme ça. Je le dis parce que ça m'enrichit. C'est ce qui me permet, en fait, de m'améliorer. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Non, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut faire... absolument, parce qu'il faut le challenge de la personne en face pour te dire fais attention à ça, fais attention à ci. Hein. Donc, j'ai des copains ou des gens à l'époque, surtout à l'époque de la bulle 2000 où tout le monde pensait avoir un e-commerce, tout le monde voulait se lancer. Surtout, je te dis pas, c'est un secret, parce que sinon quelqu'un va me piquer l'idée. J'ai des gars, ils ont lancé leur business. Et moi, je dis putain, si seulement tu m'avais dit avant, je t'aurais pu te dire ça ne tient pas la route. Et ils ont lancé le truc et ils sont cassés tout de suite la gueule. Quoi. Et tu passes pour un méchant parce qu'en fait, tu étais juste là pour leur causer, pas pour leur piquer l'idée. Ouais. Et quel est le genre de type de profil avec lesquels tu aimes travailler? Quelqu'un qui serait comme toi, exactement comme toi, est-ce que tu pourrais bosser avec? Oui. Vraiment? Oui. Ouais. Je connais pas beaucoup des comme toi au Luxembourg. Je n'ai pas qui ont le même... Ceux qui savent se mettre en question. Il faut savoir se mettre en question en fait. Ceux qui savent se mettre en question et pas... Et donc ils peuvent avoir leur opinion, et surtout développer son opinion avec des arguments. Et pas simplement dire... non, ça doit être comme ça, mais ils ne peuvent pas dérouler la logique, pourquoi. Et après, moi je suis super analytique, super logique, donc non, explique-moi toi. Et moi j'arrive à chaque fois à lister, c'est pour cette raison. Et si eux ils ont que 3 arguments et moi j'en ai 10 en ma faveur et qu'ils insistent en disant non, ça doit quand même être comme ça, alors que moi j'ai 10 arguments qui vont contre leurs 3 arguments, ces gens-là, non, ça va pas, il y a quelque chose dans la logique qui tient pas la route. Si tu devais abandonner tout ce que tu avais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? C'est pas
Si tu devais tout recommencer à zéro, comment tu t'y prendrais? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Oh, quelle question. Ça, c'est une question difficile. Je pense que là, je vais prendre le joker. Elle est super Un complexe. joker, c'est que tu n'as pas envie de répondre. T'as envie de Non, répondre. non, Mais elle est non, mais compliquée. elle est super complexe. Donc, Elle est complexe. Qu'est-ce que tu changerais, en fait? Tu peux dire. Au début, quand on est jeune, donc, ce qu'on apprend avec le temps, c'est que la raison pour laquelle on est entrepreneur. Oui. Au début. Pour quelle raison est-ce que tu es entrepreneur? À qui as-tu besoin de prouver quelque chose? Justement, à qui as-tu besoin de prouver quelque chose? Donc, quand on est jeune, on a encore beaucoup de bagages Oui. qu'on traîne avec soi de sa jeunesse. À qui, à quoi? Et plus tard, tu te dis, putaise, à C'est quoi? plutôt personnel. Voilà. Donc, c'est que pour toi et pour quelle raison pour toi, et arrêter de le faire pour qui que ce soit d'autre dans ta vie parce que tu as vécu quoi que ce soit. Donc, ça, c'est la grande différence. Donc, toi, tu as voulu être entrepreneur pour Tout le monde. Donc, tu souffres dans ta jeunesse, tu as besoin de prouver des choses, que ça par rapport aux parents, que ça par rapport à la société, que par rapport aux amis, par rapport à ce que tu as vécu. Donc, tout le monde passe par là. N'empêche que ça fait partie des forces et des rancœurs que tu peux avoir en toi qui te donnent l'énergie de pousser. Et après, à un moment, il faut pouvoir s'analyser et voir tout ça et avancer pour une autre raison et savourer autrement. Et tu penses y être arrivé là maintenant? Oui. 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 Et donc, tu penses avoir réussi? Oui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour toi, aujourd'hui, tu as réussi. Non, c'est même pas important. Non, ça devient tellement loin que ça devient plus important d'avoir réussi ou pas. C'est ça. Oui. Donc, c'est la vraie réussite, c'est le moment où c'est plus important quand ce n'est plus important d'avoir réussi ou pas. Oui. Donc, ça veut dire que voilà, la vraie réussite, c'est que ce n'est plus important d'avoir réussi. Ouais, exact. Et est-ce que... quelle est la chose que tu as Et envie... le comble, c'est d'autant plus de choses te réussissent une fois que tu as atteint ce stade. Exactement, oui. Parce que tu n'as plus, plus rien à prouver. Voilà. Ou donc Et ça va tout seul. Maintenant, tu parlais de tes 3 enfants. Quelles sont les valeurs que tu as envie de leur transmettre? Oui, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, Ouais. la joie de vivre Ouais. et de justement un peu de faire tout le temps travailler sur soi-même, de voir un peu du quoi et raison et de vivre, de vraiment vivre et d'être heureux de vivre et d'avancer. Tu penses qu'ils auront une meilleure vie que toi avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Ah. J'espère, parce que là on est mal barré. Donc, alors que toi, toi, je te verrais bien, tu sais, je te le dis je te l'ai déjà dit, tu me fais penser à Lex Luthor dans Superman, un peu. Mais je te verrais bien dans un monde futuriste avec tout, la tech, etc., les robots partout, les enfants qui se font surveiller, Big Brother partout, etc. Ouais, ça, c'est un autre problème, tout ce qui est Big Brother. Tout ce qui est les Huxley et tout ça, les bouquins, j'ai l'impression que les politiciens ils ont pris ça comme mode d'emploi au lieu de livres, d'aller aller à l'encontre. J'ai l'impression qu'ils utilisent ça comme mode d'emploi de nos jours. Tu penses qu'ils se sont inspirés de ces histoires-là ou est-ce que c'était des romans d'anticipation? C'est vraiment d'anticipation. Ouais. Comment tu analyses ça? Parce que d'ailleurs, il y a Maxime Derian qui va passer dans un des podcasts également, qui lui a fait beaucoup l'analogie entre les films, les romans, etc. et ce qui se passe aujourd'hui. C'est quoi en fait ton ressenti par rapport à tout ça? Non, on a besoin d'aller nouveau vers de la liberté. Donc là, on est très mal barré là. Tout ce qui est de contrôle, surveillance totale, justement crypto, CBDC. L'Europe est vraiment nulle en techno à tous les points. Donc ils ont mis des centaines de millions dans Quero, Thesus, qu'ils essayent de faire un Google, centaines de millions perdus. Ils ont essayé de faire un Gaia, un cloud européen, centaines de millions perdus. Par contre, là, ils sont les champions à lancer la CBDC, donc la crypto européenne, en octobre. Apparemment, elle est prête, elle va être lancée. Le truc de surveillance à gogo, quoi. La surveillance, ils vont te bloquer. Si demain ils vont te dire tu n'as droit qu'à acheter 2 fois par mois de la viande, sinon ta crypto elle bloque, tu as le droit d'aller prendre l'avion 1 fois par an, sinon ton compte il est bloqué, ils vont faire de la crypto, ils vont dire déjà la monnaie digitale, ils veulent arrêter tout ce qui est cash. Voilà. Et puis ils vont faire de sorte à ce qu'elle soit complètement contrôlable. C'est pas l'Estonie, c'est quel pays qui est revenu en arrière? Ou la Finlande? Ouais, mais là, l'Europe, Van der Leyen, c'est la seule chose. En techno, ils ont été vraiment nuls sur toute la lignée pendant les 30 dernières années. Là, apparemment, c'est le seul truc qu'ils arrivent à faire bien, c'est ça, quoi. Encore pour contrôler tout le monde. Tu penses que c'est pour contrôler tout le monde?
Sinon, on prend la crypto qui existe. Hein. On peut passer sur la crypto ouverte que personne ne peut bloquer et que personne ne peut en créer et imprimer plus d'argent. C'est ça, c'est pour ça que la crypto va marcher. Les gens sont en train de se réveiller, ils en ont marre de tout ce qui se passe. Ok. Ne voulez pas de politique, hein, désolé. Non, mais oui, mais c'est pas grave. C'est européen. Non, c'est européen, ça Voilà, va. ça non, va. mais je t'ai dit, Voilà. c'est sans filtre, on peut Voilà. continuer. Après, ça veut pas dire que je partage Voilà. les mêmes choses, mais qu'est-ce que tu dirais en fait à l'ado qui était Xavier, mais l'ado pas celui qui piratait les trucs, l'autre, un peu plus jeune encore, comme conseil. Ouais, de toutes les pressions qu'on a comme ado, il faut prendre beaucoup plus à la légère, quoi. Hein, tout le monde attend tellement de soi. On se rend pas compte de la pression qu'on met sur les dos des enfants. Tout ce qu'on attend d'eux, quoi devenir, quoi, alors qu'ils ont, à cet âge-là, tu n'as aucune idée comment y arriver et quoi faire, quoi. Hein, mais donc, relax. Soyez relax. Tout viendra dans le bon ordre. Si tu n'étais pas dans cette pièce et que je posais une question à des gens de ton entourage, qu'est-ce que tu penses qu'ils diraient de toi? Ouais, je pense qu'ils dirait poker face, personne mystère, mal. Ils ont du mal à Ouais. savoir ce que tu penses. Sauf si c'est vraiment une de personnes Ouais. comme toi, qui est proche, Marco, Ouais. d'autres personnes qui me connaissent un peu mieux. Ouais. Sinon, les gens sont perdus. Bah, en fait, je dis pas que je t'ai défendu pas mal dans l'excès, mais moi je vois pas, je t'ai dit, j'ai pas trop, mais j'ai toujours eu depuis que je suis petit, mais ça fait 17 ans, on a toujours échangé de manière, et donc je voyais pas cette partie froide et ça, parce qu'on a toujours tout de suite bien dialogué. Bon, après on s'est pris la tête sur des Non, choses, mais dès que je parle à une personne, je ne suis pas froid. Hein, Oui. donc c'est seulement parce qu'il me voit passer, C'est le il début. me pense que je suis inaccessible, parce que je ne suis pas... C'est tout. Et ils pensent que tu es multimillionnaire. Oui, ce qui est vrai et faux, Ouais. parce que tu n'es que sur papier. Si un jour je vends mes structures, c'est certes que je vais en avoir beaucoup. Et encore, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vaut? Mais au quotidien, je prends un salaire tout à fait normal. J'ai pas de yacht, j'ai pas d'hélicoptère, j'ai rien du tout, quoi. Je n'ai pas de montre, j'ai pas. Ça m'intéresse pas. Je roule en voiture normale. J'ai pas 5 autres voitures au garage, j'en ai qu'une. C'est une voiture électrique d'ailleurs? Hybride. Okay. Voilà. Donc on a les deux. Donc rien de spécial. Tu voyages beaucoup? Plus en plus, parce que je prends du temps pour moi. Là, je vais aussi à Dubaï, une grosse conférence crypto. Là, maintenant, parce que la crypto, là, elle est en train de s'envoler. Donc ça, j'adore ça. Et après, je vais avec ma femme en voyage. On va profiter un peu de la vie. Le pays qui te fascine le plus, mis à part le Luxembourg? Côté évolution et où ils vont, c'est un peu de l'Asie quand même. Donc c'est quand même hallucinant, les villes, là, la techno et comment ils avancent. Et sinon, je suis plus côté. J'ai plus côté nature, côté plaisir, savourer, relax que à l'époque. À l'époque, je courais après chaque grande ville, découvrir, voyager, etc. Alors que maintenant, ça commence à être l'inverse. On va parler un peu de Marco Hooven, parce que c'est intéressant, Ouais. qui était qui était ton acolyte pendant des années chez Data Center, qui lui maintenant a pris une voie un peu plus philosophique ou plus coaching, etc. Je te sens un peu plus philosophe là depuis quelques temps. Aussi. J'ai l'impression. C'est intéressant. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce move? Parce que là, en t'écoutant... Ah oui. Marco, il est vraiment dans le quoi et le pourquoi. Et pourquoi alors se poser des questions quand tu crées une société, à quoi faire attention, et vraiment prendre le concept d'une société d'un angle plus global et analyser le quoi et le pourquoi. Moi, je suis le côté philosophe spirituel. Tu sais, moi, je viens plus dans le monde de l'analyse quantique, taoïsme, le blanc et le noir, qu'il n'y a pas de mal et pas de bien. Tu me disais quelle était la défaite, ou qu'est-ce que tu as eu comme mauvaise... C'est un chemin, en fait. Et tout est... Il y a pas... Chaque défaite a quelque chose de positif. Chaque positif a son contrepoids. Tout est en balance. Et j'adore voir, et ça vient aussi alors un peu de la physique quantique, puisque tout est en balance.
Et Le que taoïsme. Et donc le pouvoir, et aussi, donc, je t'ai dit, en business, l'entrepreneuriat, j'ai toujours tout fait par rapport à mon intuition, et plus tu en es conscient comment fonctionne l'univers, plus tu te rends compte que c'est tout et que par rapport à ta détermination et ta volonté. C'est toi qui détermines à quel point ce que tu fais, ce que tu es, si tu es le seul maître de ça. Et quand tu maîtrises ça, tu maîtrises tout. Donc ta destinée ne t'appartient qu'à toi-même. Exact. Et c'est le taoïsme, c'est quoi alors? Ouais, tout ce qui est taoïsme, c'est le yin-yang, donc tu as le blanc et le noir. Hein, les gens pensent que dans le monde, il y a le bien et le mal. Le blanc dit « moi je suis amour ». Hein, et le blanc dit au noir « je t'aime tellement, noir, moi je suis amour, mais malgré ça, je t'aime ». Et le noir, et les gens ne comprennent pas que le noir, il répond au blanc « mais t'es con toi? Moi je t'aime encore plus, parce que si moi je t'aimais pas d'autant plus, toi tu n'existerais pas. Donc moi je suis encore plus amour que toi, parce que sans moi noir, toi blanc n'existe pas. Donc tout est en balance, tout est un. Donc c'est l'approche simplement, donc moi je suis pas dans l'approche bisounours, il faut être gentil avec tout le monde. Non, moi je dis le mal c'est quelque chose de bien, et il faut être déterminé, il faut avoir ses valeurs, et il faut savoir qui tu es, et c'est toi-même qui détermines qui tu es. Et le bien et le mal, les deux sont une nécessité, les deux sont bien. Est-ce que tu as une faiblesse? Oui, mais c'est un bien, je viens de le dire. Et c'est laquelle? Donc il faut être tellement déterminé que toutes tes faiblesses, tu les considères comme quelque chose de bien. Et c'est laquelle? Peu importe, parce qu'elle est bien, c'est pas une faiblesse. Ok, donc... Donc peu importe, il y a pas. Donc, nous on le nomme faiblesse, mais si tu sais à quoi la faiblesse, qu'est-ce que ça t'apporte de l'autre côté, c'est pas une faiblesse. C'est de quel point de vue tu le regardes. Alors, comment tu aimerais que les gens te voient? Peu importe, tu vas me dire. Voilà, plus besoin. Pour moi. Mais il y a quelques années, c'était important pour toi? Ouais, à l'époque, bien sûr. Quand Marco était sous le feu des projecteurs, Luke-X, etc. à l'époque, oui. Et que toi, tu l'étais un peu moins. Ouais, mais nous, on était plutôt en train de construire chacun. Ouais. Là, on était plus, chacun avait son domaine. Moi, j'étais encore en train de construire EuroDNS, etc. Hein, mais Luke-X, c'était un très grand point important, et Marco a fait un super travail là-dessus. Il a bien. Et donc, non, ça, c'est chacun. Tu sais, je lui ai posé une question. Je lui ai dit dans le couple Buck-Owen, on a l'impression que un a raté et un a réussi. Alors, c'est quoi ton avis là-dessus? Mais c'est quoi la réussite? Donc, par rapport aux critères externes de la société, certes, beaucoup de gens le voient comme ça, certainement. Mais qu'est-ce qui est réussite, qu'est-ce qui n'est pas réussite? Lui, il est heureux maintenant, donc il est heureux. Hein, moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, mais qui ne sont pas heureux dans leur vie. Hein. Donc, il y en a beaucoup. Hein. Parfait. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je n'ai pas posée? Joker. Voilà, je peux l'utiliser. Voilà, le Joker. Tiens. C'est une bonne fin. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. On en a découvert un peu plus sur toi. Merci. Je te remercie. Et la dernière question ultime, donc tu as cette place. Bon, 2 questions en fait. Tu es un grand entrepreneur. Tu mesures combien? Ouais, pas tellement grand. J'ai raté les 2 mètres, donc je suis qu'à 1,98. Donc, tu vois, j'avais de la place pour être encore plus grand. Ok, donc en tant que grand entrepreneur, qui en fait aimerais-tu à ta place pour le prochain podcast? Aimerais-tu que j'invite? Quelque chose qui est un peu... que les derniers temps, je me suis dit, tiens, il y a Carole Müller, par exemple, de Fisher. Hein, c'est pas facile de reprendre un business de la famille. Et quand tu vois quand même maintenant ce que les boutiques, et quand tu vas boire un café, à quel point c'est sympa, les différents endroits, comment elle a réussi à mettre ça en place, je pense que ça vaut la peine de la complexité de reprendre d'une famille un business. Il y a pas mal de problématiques derrière ça. Et puis de voir ce qu'elle en a fait. Donc je te conseillerais de prendre Carole. Bah écoute, merci beaucoup. Carole, l'invitation est lancée. Et si tu peux m'aider à faire l'intro, parce que je ne la connais pas plus que ça. Voilà. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Merci.